Ah non, ça c'est du lin. Du lin. C'est du lin alors que c'est du coton. Bah oui, c'est du coton ça. Oh mais non, ça va bien, c'est du coton. Non, je te dis que c'est du lin. Attention.
Ah, écoute, lève la tête, toi. Mais ça, c'est du lard, ma belle. Oh non, n'importe quoi. Ben oui. Hop, 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 hop. Du coton. Ben oui, du coton. ben oui. Oh, 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 oui. coton. Crois rêver, crois rêver. Mais non, du coton, ça va bien. Ça, moi, j'aimerais bien que ça c'est du coton. Bah oui, voilà. Fais donc mettre entraînement. Mais ma chérie, c'est du lin. Quel est le problème? Quel est le problème? C'est n'importe quoi, ils disent que c'est du lin alors que c'est du coton. Ah, monsieur Didier. Mais t'as raison, ma belle, c'est du coton. Ah oui. Didier, Didier, laisse-moi. Ça, c'est Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Bah c'est sûr que c'est du lin ou du coton, ça oui. Attends, je vais regarder. Montre-moi par ici. Alors. C'est du coton, ça se voit. Ah bah oui. Ah, mon fils, il va dire pareil. Ah bah oui, j'espère. Ah bah oui, mon fils, je suis sûr, moi. c'est du lin. Ouvriers, ouvrières des établissements Badin. Depuis le mois de juin, nous nous sommes réunis à l'initiative du service culturel de la ville de Barentin, représenté par Mathilde Guyan, et avec le soutien du CCAS, représenté par Madame Morin, que je remercie encore. Nous avons fait connaissance, on ne se connaissait pas, et maintenant on s'apprécie. On est devenus des amis, on a eu 3 à 4 séances de travail ensemble. Il a fallu procéder un petit peu chacun dans son domaine. Tous ont travaillé chez Badin, mais tous n'ont pas travaillé au même poste de travail. Il y a des hommes, il y a des femmes, et on va transmettre une partie de la mémoire de Badin. Alors depuis la fin du 19e siècle, les années 70, 80, 90, jusqu'à la fermeture en 2008. Donc je remercie mesdames et messieurs qui sont à mes côtés d'avoir accepté, c'était pas évident, d'abord de le mettre par écrit. On a un petit fascicule là, qui vient d'être rédigé, hein, vous voyez, on vient de les remettre à l'instant, qui sont faits par écrit, mais là tout de suite devant vous c'est oralement qu'ils vont avoir l'honneur de témoigner de leur travail. Alors on a dit il y a le lin et le coton. Tout à l'heure on l'a bien dit, c'était bien 2 mondes séparés au sein d'une même usine. Et on va commencer par le travail au lin avec Madame Dacosta. Madame Dacosta qui est ici, qui a travaillé au lin. Oui, vous pouvez l'applaudir. Et elle va commencer ses témoignages par son travail au lin. Alors Madame Dacosta, c'est à vous, merci. Bonjour tout le monde et merci d'être venu. Alors, vous me regardez, j'ai 14 ans. 14 ans, qu'est-ce qu'on est à 14 ans? Je suis entrée dans l'usine en 1952. Je m'appelais alors Lucienne Bréant. Dans l'atelier des préparations, le personnel qui nous formait n'était pas toujours pédagogique et il fallait apprendre. Mais on était jeunes, on avait la tête un peu dure et le travail c'était pas évident. Je ne suis pas restée longtemps aux préparations, car mon père, en accord avec son contremaître, M. Maurice Fossé, m'a fait venir dans son atelier qui s'appelait Les Cardes, où il a travaillé toute sa vie, dans la poussière, le bruit et l'odeur du lin brut. Des personnes déjà en poste m'ont appris le travail, des peigneuses. J'y suis restée quelque temps. Reconnu trop dur pour les femmes, il a été remplacé par des hommes. J'étais triste de quitter l'endroit où j'avais débuté. Je suis allée ensuite à l'atelier du dévidage, moins poussiéreux, dans lequel ma sœur aînée travaillait déjà.
Grâce à elle, j'ai vite appris le travail. J'y faisais des bobines de lin. On nouait des fils avec un petit appareil à la main. Je travaillais en équipe et parfois, quand je quittais à 13 h, je revenais l'après-midi faire des heures supplémentaires. La paye nous était remise dans une enveloppe en argent liquide, tous les 15 jours. Notre premier salaire à 14 ans. Essayez d'imaginer la joie de ramener l'enveloppe à nos parents. Monsieur Raymond Badin, par grand froid, était un homme humain. Il nous faisait porter sur un chariot des boissons chaudes l'été et l'hiver, quand il faisait grand froid, des boissons chaudes, viandox ou café de l'époque. Les hommes du lin portaient des vêtements marrons et certains les gardaient pour retourner chez eux. Nous, les femmes, avions des blouses en lin que l'on faisait blanchir à la javel. Mais nous, on ne revenait pas avec nos blouses, on était coquettes. Les pauses casse-croûte se faisaient sur le tas, pendant que les machines tournaient. Une petite anecdote. Un matin, j'avais oublié de tartiner mon casse-croûte. J'ai donc mangé mon pain sec à 8 h du matin. C'était long. Il ne fallait pas être difficile. On faisait 8 heures d'affilée. Les sorties d'usine étaient joyeuses. Nous remontions à pied chez nous, tout en haut de la cité Badin, rue du Champ, pour un repas et un repos bien mérité. J'avais une autre sœur qui travaillait à la blanchisserie. Les unes après les autres, nous sommes partis de chez Badin pour trouver du travail qui payait mieux. Car chez Monsieur Badin, pour avoir une augmentation, il fallait être patient. Mon père y a également travaillé jusqu'à la fermeture en 1969. Il a été licencié à 57 ans. Il en a souffert, mais ne le montrait pas. Aujourd'hui, lorsque je regarde un champ de lin fleuri ou au séchage, mes souvenirs reviennent instantanément. Il ne faut pas croire que nous étions malheureux. À cette époque, nous savions nous faire respecter et défendre nos droits, mais il fallait avoir du caractère, beaucoup de cœur et du courage. J'ai quitté la filature de lin des établissements Badin et Fils le 18 décembre 1959, alors que j'étais bobineuse. Vous m'excuserez, j'ai un peu d'émotion. Deux petites anecdotes. La petite monnaie, lorsqu'on nous remettait le salaire, c'était dans une enveloppe. Et il y avait toujours un petit peu de monnaie. Et quand on remettait notre salaire à nos parents, si c'était ma mère, elle nous laissait la monnaie, mais si c'était mon père, il gardait l'enveloppe. Mais on avait le droit quand même à un dimanche, car il fallait bien aller au cinéma, aller au bal, et s'habiller, les petites fanfreluches, voilà. C'était notre époque et il y avait du bonheur quand même. Alors, une autre anecdote. On avait le salaire et j'ai connu l'époque où il y a eu une prime à la présence. Ça remonte assez loin. J'avais 15-16 ans lorsqu'on a touché la première prime. Mais on ne savait jamais la date qu'on allait la toucher. Et nous, les femmes, on avait parfois dans le mois une journée où c'était difficile de venir travailler. Et une année, la prime a été remise le jour où j'étais absente. Et quand on revenait le lendemain, tout le monde disait « on a eu la prime ». Et moi, je ne savais pas quand est-ce que j'allais l'avoir. Donc, je vais voir mon chef, Monsieur Tranchard. Je lui dis « mais est-ce que je vais avoir ma prime aujourd'hui ?» Et il me dit « vous attendrez le bon vouloir de la direction ». Oh, je suis retournée à ma place. J'ai mijoté un peu, puis j'ai dit « ça va pas du tout ». Et j'ai demandé un rendez-vous à Monsieur Philippe. C'était le directeur, il s'appelait Monsieur Leport, mais il fallait l'appeler Monsieur Philippe. Et Monsieur Philippe ne nous recevait pas dans son bureau.
Il montait dans l'atelier sur la demande de notre contremaître. Je suis retournée 2 heures après, j'ai mijoté dans ma petite tête et j'ai demandé un rendez-vous à monsieur Philippe, qui est monté dans l'atelier. Et quand il m'a demandé ce que je voulais, et que je lui ai dit que je voulais ma prime aujourd'hui, il est rentré dans une colère. Imaginez ce grand monsieur, et moi, toute petite, et ma sœur qui travaillait plus loin, m'a dit, je n'oublierai jamais, on aurait dit l'ogre et le petit poussé qu'allait se faire manger. Mais rassurez-vous, il ne m'a pas mangé du tout, il est rentré dans une colère, il est reparti me faire monter pour ça. Et il me dit, mais vous savez que la prime, on vous la donne parce qu'on veut bien. Et moi, j'ai répondu, non, vous nous la donnez parce qu'on l'a méritée et qu'on a travaillé pour et qu'on a été présent toute l'année. Il fallait avoir du caractère aussi. Voilà, on était un petit peu des fortes têtes, mais c'était bien. Mais on était des bonnes ouvrières et on a travaillé. Et on n'oublie pas. Merci. Merci Madame la Aulin, et qui va nous parler d'une vie de travail complète aux établissements Badin. Ouais. Bonjour, alors moi je suis rentrée aux établissements Badin le 7 janvier 1959 à l'âge de 14 ans. J'avais 3 grandes sœurs qui y travaillaient déjà. On passait de l'école à l'usine, on n'avait pas le choix, il était ainsi des familles ouvrières. Votre mère et vos sœurs travaillent ici. Eh bien, tâchez de faire aussi bien qu'eux, me dit le directeur au moment de l'embauche. Les filles allaient à la couture 2 fois par semaine, 2 heures. Le tissu nous était fourni, ainsi que le fil, pour élaborer et préparer le trousseau complet, en lin, composé de 12 draps. 6 draps en jour Venise et 6 draps en jour Échelle. 12 tais oreillers et une chemise de nuit. Cela jusqu'à temps que l'on se marie. En 1969, à la fermeture du lin, j'ai été mutée à la filature Sainte-Hélène, située à Saint-Austrebert, famille Vallée, qui appartenait aussi à la famille Badin. J'y suis restée jusqu'à 1971. Revenue à Barentin, j'ai travaillé au synthétique de 1971 à 1990, puis au coton. Ma famille habitait la cité Badin, dans laquelle la vie collective, la solidarité et la convivialité étaient de mise. Les logements du haut de la cité étaient destinés aux familles ouvrières, dont les membres étaient les moins qualifiés et les moins payés. Les logements du bas, les maisons en bas se trouvaient les ouvriers, les mieux payés, les contremaîtres et les directeurs. Nous n'avions pas l'eau courante. Elle se trouvait dans la buanderie. Les cabinets... Pardon. Les cabinets, toilettes, étaient à l'extérieur. Un poêle à charbon chauffait le bas de la maison, mais pas les chambres situées à l'étage. L'hiver, les carreaux étaient gelés et une brique chauffait sommairement notre lit. Je suis partie en retraite en tant qu'agent de maîtrise en 2002, à l'âge de 57 ans, après 43 ans de travail chez Badin. Voilà ma vie de travail. Merci Madame Ferrand. Le peignage. Bonjour à vous tous. Alors ma carrière professionnelle démarre en 1960 à l'âge de 14 ans. À la fin de l'année scolaire, ma mère me dit « Au mois d'août, tu vois la grande cheminée, c'est là que tu vas travailler. » Mes frères et sœurs ils travaillaient déjà au lin. Je suis entré en apprentissage au peignage à la journée pour 1 semaine. Puis j'ai fait les équipes de jour. Je travaillais de 5 h du matin à 13 h et de 13 h à 21 h sur une machine à peigner le lin. Pour 8 heures de travail, on avait 20 minutes de pause dans un petit réfectoire. Au départ de la machine, il y avait un partageur qui séparait la botte pour faire des poignées de 160 grammes. Le conducteur de la peigneuse prenait les 2 poignées pour les mettre dans une pince. Et le reste était automatique.
La pince était dirigée dans un couloir et la filasse était peignée du plus gros au plus fin. La poignée était ensuite tirée pour démêler l'autre partie. La filasse revenait sur le devant de la machine pour être étalée sur un tablier qui avançait lentement vers un gros rouleau en bois pour compresser la fibre l'une sur l'autre pour ne faire qu'un ruban à la sortie. Le ruban descendait dans un chariot carré pour faire un paquet de 16 kg. La machine s'arrêtait automatiquement. Le conducteur descendait de la machine pour enlever le chariot plein et mettre un vide à la place, de façon à remettre la machine en marche. On avait un nombre de paquets à faire en 8 heures. Le chariot était pris par une autre personne pour presser le lin et faire un paquet de 40 cm de côté. À la fin de la journée, il fallait vider la poussière qui se trouvait au milieu de la machine, passer la soufflette, un chiffon sur les tôles et balayer la machine pour que l'équipe montante puisse travailler. Toutes les semaines, on vidait la cave à poussière pour nous rapporter un bonus sur la paye. On faisait une semaine de 48 heures et l'autre de 40, au prix de 1,70 $. C'est au peignage qu'on était payé le plus cher. À la fermeture du lin en 69, j'ai travaillé à la salle d'essai au coton synthétique, puis à la filature Sainte-Hélène à Pavie. Je suis revenu jusqu'en 90 dans les ateliers qui ont remplacé le lin. Ensuite au coton jusqu'en 2001. Je vous remercie de votre attention. Je suis entré aux établissements Badin en 1967 et j'ai occupé des fonctions commerciales à la filature de coton jusqu'en 1980. L'usine était la filature la plus importante de l'Ouest et une des 5 plus grandes de France. Les établissements Badin vendaient du fil coton à tous les tissages, à Roanne principalement, et Bonnetier, à Troyes, de l'Hexagone et même en Belgique. En 1970, l'usine faisait travailler près de 1000 personnes. Des hommes à la carderie et au peignage, des femmes essentiellement au filage, 2 équipes dites de jour, de 5h à 13h et de 13h à 21h en alternance. Mais aussi une équipe de nuit d'une 60aine d'hommes uniquement, qui arrivaient de la campagne par les quarts d'Audelin à 20h et repartaient à 5h. Je vais vous raconter une rumeur que je n'ai pas voulu écrire. On disait que dans la musette de l'équipe de nuit, il y avait une bouteille de berger pleine en arrivant et qu'elle était vide le matin. Mais c'était une rumeur. C'est vraiment une rumeur. Des femmes uniquement en bobinage, car il fallait vraiment des doigts de fée pour faire les nœuds. Et au conditionnement des cônes de fil qu'on mettait ensuite dans des cartons de 40 kg. Mais il faut aussi évoquer la manutention, travail très physique. D'abord la manutention des balles de coton. Une balle de coton pesait 220 kg, qui arrivait par voie ferrée, qui ne doit plus exister aujourd'hui, dans le hangar où elles étaient stockées par piles de 6 à 10 mètres de haut. Le stock total pouvant atteindre jusqu'à 1000 balles. Des manutentionnaires les transportaient avec un diable en traversant la cour jusqu'à la carderie. Ensuite, des cartons de fil qui étaient transportés du bobinage, toujours avec un diable de la filature jusqu'au magasin, où ils étaient rangés sur 3 étages selon leur destination, et qu'une noria de poids lourds venait charger de 5h à 21h. La manutention a connu une importante transformation technique et humaine quand vers 1970, les diables ont été remplacés par des chariots élévateurs. Enfin, j'ai connu le lin, ou plus exactement l'installation d'une filature de fibres acryliques écrues et surtout très délicate en couleur. Je ne regrette pas les 12 années que j'ai passées aux établissements Badin
et qui auront été pour moi d'un grand enrichissement. Je garde, avec quelques-uns d'entre vous qui sont là, le souvenir de mai 68. Nous avons été plusieurs à dormir dans l'usine et on faisait des rondes de nuit autour du site. Enfin, un souvenir très personnel. En plus de la chasse, M. Raymond Badin était un passionné de foot et il avait un abonnement dans la tribune de SLR où il retrouvait un autre supporter, M. Cheval, boucher à Rouen. Ils avaient ensemble des discussions enflammées sur le foot. Il m'a souvent invité avec le docteur Moulin à l'accompagner. Et là, j'ai appris à le connaître et à l'apprécier avec simplicité. Merci, M. Gaillet. Merci beaucoup. Voilà, je suis rentré aux établissements Badin le 2 mai 62, à l'âge de 22 ans et demi, au retour de mon service militaire, après 28 mois sous les drapeaux, 18 mois d'Allemagne et 10 mois d'Algérie. J'ai été embauché comme mécanicien à l'atelier d'entretien, qu'on appelait la forge. Pourquoi la forge? Tout simplement parce qu'il y avait une forge. Elle servait à fabriquer et réparer des pièces ainsi qu'à ferrer des chevaux. L'usine en a possédé quelques-uns pour tirer les wagons qui apportaient la matière première. Par la suite, ces animaux ont été remplacés par un tracteur, sauf un qui est resté à l'entreprise et qui était employé à ramasser les poubelles de l'usine et de la cité. Notre temps de travail à l'entretien était de 54 heures la semaine, soit 10 heures par jour, du lundi au vendredi, et 4 heures le samedi, sans tenir compte des heures supplémentaires que l'on faisait pour le dépannage des machines ou d'un travail urgent. Cet établissement comportait 2 usines, bien distinctes l'une de l'autre. Le coton, la plus grande, et le lin, la plus petite. J'étais dans cette dernière. Pour le personnel, la distinction était dans les vêtements. Les hommes du coton en couleur bleue et au lin en marron. Il était impossible de passer d'une usine à l'autre sans être repéré. Le directeur de l'usine, que l'on appelait M. Philippe, voyait tout ce qui se passait dans la cour de son bureau à partir de grands rétroviseurs installés à l'extérieur. Mon travail consistait à réparer les pièces en mauvais état, le dépannage et aussi à déplacer des machines. J'ai effectué ce travail jusqu'à la fermeture du lin en 1969. Ensuite, ma fonction fut un peu différente, puisque j'ai été muté au synthétique, dont les machines ont été implantées dans les ateliers du lin. Puis je suis devenu mécanicien pour dépanner et effectuer les révisions périodiques des machines. Après 35 ans passés aux établissements Badin, j'ai pris ma retraite en 1996. Voilà, mon grand-père, mon oncle tourneur, mon frère dessinateur et mon père chef monteur ont travaillé aux établissements Badin. En juillet de 1967 à 1968, j'y ai fait des stages, puis en septembre 1969, à l'âge de 17 ans, après avoir eu mon CAP de tourneur, fraiseur, ajusteur, j'ai été embauché à l'atelier central mécanique du coton. Je vous donne une petite anecdote. À plusieurs reprises, M. Rollet, qui était responsable des garages, maintenance des chariots, élévateurs, véhicules de l'entreprise, m'a demandé si je voulais participer comme rabatteur à une chasse en Sologne où M. Raymond Badin avait organisé. J'ai accepté. Le samedi suivant, nous partions à plusieurs en camionnette Citroën aménagée à l'arrière avec des bancs en bois. Lorsque nous sommes arrivés, la première chose fut un bon petit déjeuner, casse-croûte, pâté, jambon, saucisson.
Les invités qui participaient à cette journée étaient autour d'une autre table. Il y avait de l'ambiance. C'était sympathique. À l'heure du commencement de la chasse, nous nous dirigions en ligne avec des couvercles en fer et des bâtons vers la forêt. Lorsque le départ était lancé, nous avancions en tapant comme des malades sur les couvercles. Le bruit était impressionnant. On s'amusait énormément. Et en fin de journée, c'était le retour à l'usine de Barentin. La piscine située dans l'usine était réservée à la famille Badin. Cependant, elle était accessible le soir après le travail et le week-end à partir de 16 h. Nous attendions dans la cour à Doucet l'autorisation d'y rentrer. Actuellement, il y a des chèvres. L'été, je m'occupais de la maintenance avec monsieur Caron, soudeur à l'atelier. Je m'occupais de la maintenance de la piscine, niveau des pompes, traitement de l'eau. Je faisais également l'entretien intérieur du château, comme des coupures de courant et fuites d'eau dès qu'il y avait un problème. Monsieur Jean-Marc Badin ou Madame Raymond Badin m'appelait même à la maison. D'ailleurs, j'avais ma paire de chaussons avec mes initiales sous la semelle crochées au mur de la cuisine. Il n'était pas question de rentrer en chaussures. Un jour, étonné, monsieur Jean-Marc Badin me demandait si je pouvais rester après mon travail avec un collègue pour sortir et démonter entièrement une armoire normande. Une société de peinture venait la peindre en bleu, hallucinant, pour la mettre dans la chambre bleue d'un des pavillons de chasse en Sologne. Progressivement, j'ai gravi les échelons et je suis devenu responsable entretien et maintenance de l'usine, suite à un examen pendant 3 jours sur la pratique et les décisions à prendre en face de problèmes rencontrés. Je remettais en état des pièces cassées sur les machines, des soudures, fraisage, tournage, etc. Monsieur Guy Noël était directeur du site et me soutenait dans ma fonction. Il me faisait des stages de soudure, stages de lapave, pour l'habilitation, pour entrer dans les postes de haute et basse tension, passage des chaudières individuelles à gaz, une fois par an, contrôle à pave, chariot élévateur et compresseur. Responsabilité du chauffage et de la climatisation. J'étais polyvalent presque dans tous les domaines. Et monsieur Guy Noël me faisait entièrement confiance et madame Le Boucher aussi. Il y avait l'équipe du week-end qui avait monsieur Stéphane comme responsable, souvent m'appelait quand il y avait des problèmes. C'est au niveau du chauffage ou des autres choses. Voilà. Quand j'ai appris en décembre 2007 que l'entreprise était en liquidation judiciaire, cela a été un choc. Je suis resté à la direction générale avec madame Nathalie Le Boucher jusqu'au 12 juillet 2008 pour démonter et réceptionner les transporteurs qui venaient chercher les machines et de tout le matériel des bureaux. Voilà. Et je suis parti le dernier avec madame Le Boucher en 2008, juillet. Voilà, je vous remercie. Merci. 1976 à 2008, monsieur Thierman. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis rentré aux établissements Badin en juin 1976, l'année de la sécheresse. Donc, c'était une chaleur à peine supportable, beaucoup de poussière, beaucoup de bruit, et puis des bruits. Enfin, dire que quand on sortait de l'école le vendredi pour rentrer le lundi à l'usine, après, ça fait un gros choc quand même. Après, bon, ben, j'ai travaillé, je faisais la journée, donc 7h15 midi, 13h15, 17h30, soit 9 heures de travail quotidien, plus souvent le samedi matin. Donc ça faisait pas mal. En 1979, j'ai été muté au bobinage, un atelier beaucoup plus agréable, avec moins de bruit, moins de poussière, en tant que mécanicien toujours. J'ai appris le travail sur des pourrons, c'était des petites machines de 20 broches avec des nœuds à main. Alors c'était soit des nœuds de pêcheurs, soit des nœuds de tissants, ça dépendait de la commande, quoi. Et il y avait aussi des autoconnaires Schlafforts allemandes, très modernes, des machines de 50 broches, divisées en 5 parts de 10 broches, avec des noueurs itinérants qui faisaient les rattaches automatiques. Toujours pareil, avec des nœuds de pêcheurs, soit tissants.
Alors c'était des diamètres, ça pouvait aller de 180 qui étaient pour les cônes peinture, avec des cônes plastiques perforés, ou des cônes carton en diamètre 230 qui allaient soit à la retorderie, soit à l'expédition directement chez le client. Ces machines-là transformaient les fuseaux décontinus en bobines de 2 kg environ. L'équipe était puis il y avait aussi un emballage en emballage, donc il y avait 2 emballeuses, un peseur. Donc les bobines étaient enveloppées, étiquetées, pesées, cerclées et mises sur palette et envoyées au magasin expédition. Au début des années 90, il y a eu une transformation du bobinage avec l'arrivée de machines ultra-modernes, des 238. Donc c'était des machines de 40 broches, mais avec un noir par broche. Donc le temps d'arrêt était vraiment minime, quoi. Puis c'était plus des nœuds, c'était des splices. C'était un système à air comprimé, ça fait les 2 extrémités et ça envoyait un jet d'air qui rattachait, donc c'était une rattache très solide et presque invisible. Et voilà. Le système d'emballage aussi a été modifié avec une emballeuse automatique, donc ça veut dire qu'il n'y avait plus qu'une personne, tout était fait automatiquement. Les cartons étaient dépliés, pesés, cerclés, et tout partait directement comme ça. Et dans les années 90, il y a aussi un investissement de nouvelles cartes, Chrysler, 4 cartes ultra modernes avec un brise-balles, tout. Mais bon, donc ça n'a pas duré très longtemps, après les investissements ont arrêté. Et il ne restait plus qu'en 2008 qu'une 60aine d'ouvriers avec un bel outil de travail. Dommage. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Il est bon. Il n'a pas pu être là, mais on a son témoignage par écrit. Voilà, alors, peut-être avez-vous des questions à poser ou vous-même apporter un témoignage à ce qui a été dit tout de suite, maintenant. Ça serait peut-être intéressant. Voilà, parmi les anciens salariés, les anciens ouvriers, vous qui êtes au pied du podium. Oui. Il y a Joël Collet qui va venir. Oui. Oui, madame, oui. Voilà, elle arrive, elle monte sur le podium. On va lui mettre une chaise pour s'asseoir. Oui, on l'a vu s'asseoir. Et il a eu des enfants. Alors hier soir nous avons eu l'honneur à la médiathèque, lorsque j'ai fait un exposé sur Auguste Badin, de retrouver M. Jean-Marc Badin qui était là hier soir, qui a fait l'honneur de sa présence. Donc, cela. Moi, je prends la parole 2 secondes pour dire que Patrick Benoît, que vous venez d'entendre, expose dans le container. Il a fait des propositions sur le thème de Badin, un passé-futur, on va dire ça. Je vais laisser parler. Voilà. Hop. Petite contribution. Voilà, allez, attendez. Ah, mais je suis modeste. Alors, c'est une exposition de photos, mais bon, il y avait un truc qui me tenait à cœur, c'était de faire un dessin type journalistique. Donc vous verrez, il est à l'entrée du container, c'est Badin au XXe siècle et Badin au XXIe siècle. J'ai mis un petit commentaire, après vous en faites ce que vous voulez, mais c'est traité de façon plutôt humoristique, mais quand même, il y a au XXIe siècle des choses que j'aimerais bien, moi, voir sur le parc Badin et qui s'expriment dans le dessin. Voilà. Bon, oui, madame. Si vous voulez venir, madame. Si, d'après ce que nous a dit. Une chaise, on vous apporte une chaise. Elle a plein de choses à dire. Oui, certainement. Donc, des anecdotes, allez. tenez, Joël, vous avez le micro. Alors moi je suis née à Barentin, rue du Coton. Toute ma famille a travaillé chez Badin, notamment une de mes sœurs qui travaillait au lin, qui a connu les mêmes conditions que Madame D'Acosta. Voilà, mon père a été d'abord ouvrier, surveillant, contremaître, et on descendait en fonction de l'emploi
On a commencé à habiter dans le haut de la cité et au fur et à mesure des promotions, on est descendu de rue. Après, on a habité rue Madeleine, rue Auguste Badin. Voilà. Sinon, tout a été bien raconté. Je suis contente aujourd'hui de rencontrer mes deux anciens chefs, Claude Gaillet, dont j'étais la secrétaire pendant 12 ans. Oui, voilà. Et Patrick Benoît, dont j'étais la secrétaire pendant 7 ans. C'est une bonne surprise d'aujourd'hui. Et pour revenir à... J'ai une petite anecdote sur Raymond Badin. C'était un homme très... C'était un patron, évidemment. Un homme très charmant. Et, comment dirais-je, j'ai deux enfants. Laurent, né en 69, Hélène, née en 1971. Et quand notre fille est née à la maternité de Parentin, Raymond Badin est venu me voir. À ma grande surprise, parce que c'était pas dans les habitudes, il avait appris que nous avions une fille, Hélène, et il était très attaché au prénom d'Hélène. La filature à Saint-Austrebert s'appelait Sainte-Hélène, et je crois qu'une de ses sœurs s'appelait Hélène. Il avait été ému que notre fille s'appelle Hélène, et c'est pour ça qu'il m'avait rendu visite à la maternité. Donc c'était vraiment quelqu'un de... Enfin, bon, forcément, c'était le patron, mais qui était quand même près de ses ouvriers, de son personnel et tout ça. Sinon, bah, rien de spécial. Aujourd'hui, tout est fini, c'est dommage. Il y a eu des belles choses, il y a eu des gros clients. Vous vous rappelez de Acom, Madame tout ça, à Paris, dans le Sensé. Il y avait beaucoup de gros clients. Il y avait... Voilà, oui, Roger Samla, entre autres. Et c'est vrai que c'est tout un pan de notre vie. J'ai travaillé 26 ans chez Badin. Moi, j'y ai commencé à 17 ans comme employé de bureau. Après, j'ai été attaché commercial, secrétaire, tout ça. J'ai eu une vie un peu meilleure que par exemple ma sœur aînée ou mon frère qui sont allés directement à 14 ans en filature. Je pense que les gens en filature, il y avait une très grande... ils s'entendaient bien entre eux, mais ils avaient beaucoup de... C'était beaucoup plus difficile leurs conditions de travail que les gens qui étaient dans les bureaux. Par contre, de temps en temps, j'allais du bureau porter un papier aussi bien au retordage ou quoi, donc je traversais la filature, la hauteur de riz, c'était très bruyant, très poussiéreux, tout ça. Mais les gens s'entendaient bien et faisaient leur travail avec cœur. Et il faut tout pour faire un monde, mais il faut reconnaître, moi qui l'ai dit comme ça, que les gens d'usine avaient quand même un travail beaucoup plus difficile et des horaires quand même beaucoup plus difficiles. Parce que moi, quand j'ai commencé, on faisait 44 heures la semaine. Enfin, c'était quand même 44 heures dans un bureau. C'était pas 44 heures dans le bruit, dans la poussière, dans l'humidité. Il faut dire aussi qu'au lin, ma sœur travaillait au mouillé. Elle avait les doigts tout coupés par les fils, les pieds abîmés par l'eau et tout ça. C'était vraiment des conditions très difficiles. Enfin voilà, je suis un peu surprise d'être là parce que c'était pas prévu. Voilà. Merci de votre attention. Oui, mais je ne savais pas, c'est ce qu'on disait avec Patrick hier. Hein, c'est avant-hier. Non, on ne savait pas. Je m'appelle Claude Roger. Alors certains d'entre vous me connaissent, d'autres non, parce que je suis arrivé en 70, exactement à la période où a démarré le synthétique. J'ai commencé à travailler à l'atelier, en face de cet homme-là. Tu te souviens? Bon. Donc, et puis au bout de 2-3 mois, on m'a demandé si je voulais être surveillant. Je lui ai dit, oh, pourquoi pas. Donc je me suis retrouvé ici avec Clarisse, qui est maintenant disparue. Et donc j'ai démarré comme surveillant. Et au bout de quelques temps, très peu de temps après, j'ai remplacé Max Maignan, qui était contremaître de nuit et qui faisait Sainte-Hélène, et il faisait aussi le synthétique, hein, c'est bien ça. Donc j'ai commencé à être contremaître à 23 ans au synthétique. Alors René me remplaçait le matin, c'était l'équipe montante. Cet homme-là, je l'ai vu avec son karting. Hein, c'est bien ça? Ah, je m'en souviens très bien. Donc voilà, c'est des anciens collègues de travail. Et j'ai passé donc une bonne dizaine d'années ici, et notamment avec un gars que je n'oublierai jamais, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui s'appelle Guy Noël. Et Guy était le surveillant avec moi la nuit. Et on a subi des grèves, on a subi un tas de choses.
Et je pense que la bouteille de pastis, il n'avait pas qu'une. Et l'anecdote, c'est qu'il y avait un distributeur à bière au réfectoire, et il y avait un distributeur à bière qui était normalement de la bière sans alcool. Mais il y avait des gars qui arrivaient quand même à être un peu joyeux le matin à 5 h. Et les gars rouspétaient parce que à chaque fois, quand ils arrivaient à 21h30 pour prendre des bières, le distributeur était vide. Donc, il y avait un gars qui venait faire la recharge du distributeur à bière. Il revenait à 9h, 9h30. Et ils ont trouvé une solution, c'est que finalement, il y a un gars qui en buvait assez, et il venait avec ses 2 casiers vides, et il venait les faire la recharge directement au cul de la camionnette du gars. C'est bien qu'après, les gars avaient le distributeur plein. Mais le matin, effectivement, il y avait beaucoup de joie. Bon, on a réglé tout ça, mais c'était des temps vraiment très, très, très bien. Et donc, il s'est passé une chose assez bizarre, qu'une fois dans la vie, on rencontre là-bas, dans cette fameuse salle de réunion. J'ai passé des belles années, et puis ça a été toute ma jeunesse. C'est vrai que j'ai été un peu dégoûtée de voir tout tomber, moi. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui, oui. Puis ça me fait plaisir, je pensais qu'il allait y avoir plus de monde. J'aurais bien aimé revoir des gens que j'ai connus chez Bayer. Ouais. Ça serait bien si on pouvait lancer un message, que ça se passe, quoi. Mais je vous remercie. C'était le lin ou le coton? Coton. Coton. Elle n'est pas inconnue, la dame, mais c'était le coton. Je dis qu'il est pas. Mais je pensais que c'était pour que ça arrive jusqu'à tout le monde. Oui, oui, voilà. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Françoise Renaud et je suis rentrée chez Badin à l'âge de 16 ans, en 69. Je suis rentrée au bobinage, à l'atelier bobinage. Et après, ils ont modernisé, donc ils ont supprimé du personnel. Et je me suis retrouvée à la retorderie, toujours au coton. Et après, le coton, c'est pareil, ça a fermé. Et je suis partie au synthétique, mais j'ai pas été longtemps. Peut-être 2 ou 3 ans au synthétique. Et après, j'ai fini ma carrière en 1996. À la filature coton. J'étais en nettoyage. J'ai été licenciée en 1996. J'ai passé 27 ans. Toujours à faire les équipes, matin ou après-midi. Voilà ma carrière. Merci. Merci mesdames. Lydie Duchesne, moi. Je vous ai pas dit mon nom, je m'appelle Lydie Duchesne. Merci. Je voudrais aussi remercier la personne qui est au premier rang, M. Beaupel, Alain Beaupel, qui lui aussi a extrêmement documenté au niveau des photos, des enregistrements, et d'ailleurs il est en train de filmer. Merci M. Beaupel pour cette mémoire de l'usine que vous faites depuis des années. Alors, y a-t-il d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir? Non. Je crois qu'on est peut-être on a fait le tour un petit peu de ces témoignages. Alors, comme je le disais hier soir, au niveau de la mémoire de chez Badin, on a conservé plusieurs choses extrêmement intéressantes. D'une part, la maquette de Badin. La maquette qui avait été offerte à M. Auguste Badin lorsqu'il avait fêté ses 50 ans de direction à la tête de l'usine en 1897. Et son personnel et ses ingénieurs et ses directeurs lui avaient offert une maquette de l'usine à cette époque-là. Et lorsque l'usine a fermé en février 2008,
j'ai pu récupérer cette maquette au titre de l'association du musée de l'homme et de l'industrie, la faire restaurer, et actuellement elle se trouve au musée de la Corderie Valois à Notre-Dame de Bondeville, donc un autre musée industriel ici dans la région. Mais on l'a mise dans ce musée en espérant qu'un jour elle revienne à Barentin. Elle est préservée, elle est conservée. C'est un document extrêmement pédagogique, cette maquette. Les techniciens et les guides l'utilisent lorsqu'ils reçoivent des élèves de l'enseignement secondaire. Donc elle est là-bas. Et je pense que dans les années qui viennent, avec l'aménagement de cette friche, elle sera ici mise dans quelque temps dans un bâtiment qui rappellera l'usine Badin. Voilà, donc elle est là-bas, mais elle est préservée. Et actuellement, elle appartient à la métropole de Rouen, puisque la Corderie Valois est le musée métropolitain. Mais elle viendra à Barentin dans les années qui viennent. Et puis, ce qu'on a pu sauvegarder aussi, ce sont les archives. Une usine comme Badin, 150 ans, 160 ans d'existence extrêmement rare dans la région, des dynasties patronales du textile qui se soient implantées, qui aient gardé ici une présence plutôt dans les usines de vallée, la vallée de l'Ostrobert, la vallée du Cailly, la vallée du Robec. La persistance de ces patrons, des dynasties de père en fils, c'est fait qu'on a gardé les archives. Donc ces archives ont été transférées à la fermeture et en accord avec Madame Nathalie Le Boucher à l'époque qui liquidait l'entreprise, elles ont été transférées dans les archives départementales de la Seine-Maritime. Elles se trouvent actuellement à Darnétal, dans un des dépôts des archives, qui est dans l'angle de l'ancienne usine fromage, qui fabriquait des bretelles. Et actuellement, elles sont près de l'école d'architecture. Elles sont là-bas. Ça représente des mètres et des mètres et des tonnes d'archives. Elles sont en train d'être répertoriées. Et nul doute que dans l'avenir aussi, des chercheurs, des étudiants vont pouvoir travailler sur ces archives pour dégager sur le plan interne de l'usine la succession de tout ce que nous venons de vous dire au niveau des documents. Des documents commerciaux, des documents comptables, des règlements d'usine, etc. Et elles seront exploitées dans les années qui viennent. Alors vous voyez que la mémoire de Badin a encore du temps devant elle. Voilà. Donc, et aujourd'hui, ce qu'on avait voulu vous faire part, eh bien, c'est la mémoire humaine, la dimension humaine de l'entreprise et du travail. Les personnes qui sont autour de moi ont eu l'amabilité de témoigner. Ça, c'est extrêmement important au niveau de la mémoire de l'entreprise. En ayant passé plusieurs années, des dizaines d'années dans l'entreprise, et ça, c'est une mémoire industrielle extrêmement émouvante et passionnante. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de témoignages, eh bien, on va arrêter là aujourd'hui pour cela. Je pense que Monsieur le maire va venir dans quelques instants vous parler du futur aménagement de la friche. Voilà. En attendant, eh bien, restaurons-nous et désaltérons-nous. Exactement, donc on a peu applaudir Alain, Alexandre et Denise donc, qui ont mis tout ça en place. Voilà, bravo à tous les deux et bravo et merci à tous et toutes d'avoir joué le jeu. Juste pour vous dire la suite de l'événement, on est sous le soleil, donc on en profite. Par contre, n'hésitez pas à rester avec nous, je vous le conseille vraiment. Dans une petite demi-heure, nous allons avoir un super spectacle de danse qui aura lieu juste ici. Et ensuite, Monsieur le maire, à 17h, 17h10, vous parlera des perspectives de Badin, de son paysage, de ses jardins, etc. Donc si vous voulez savoir ce que devient Badin, rendez-vous à 17h. Je vous invite à manger une crêpe, boire un verre, vous promener. Il y a une magnifique balade le long de la passerelle et dans une demi-heure, on se retrouve pour la danse. Mais restez ici puisque vous aurez les perspectives d'ici 3 quarts d'heure. À tout à l'heure.